employés à remettre en place Monsieur 17%. Oui, j'ai oublié de dire que, après la conférence nationale souveraine, Monsieur Sassou Nguesso s'est présenté aux élections, il a eu 17%. Donc c'est vraiment Monsieur 17%. Donc, Monsieur 17%, il fallait le remettre en place. Donc, comment on a fait? On a commencé à larguer des armes. Monsieur Sassou Nguesso a un gendre assez riche, un voisin qui s'appelle Omar Bongo, président du Gabon. Monsieur Sassou Nguesso a des relations dans toute la classe politique française, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. On a commencé à larguer des armes. On a une préparation politique qui a été faite également depuis la mairie de Paris, par un certain monsieur Probst, enfin je passe sur les détails. Et en 1997, donc une guerre civile se déclenche pour renverser le pouvoir qui avait été établi par le renouveau démocratique du Congo-Brazzaville. La guerre civile a duré 4 mois. Pour renverser le régime en place, je suis obligé de vous dire la liste de tous ceux qui ont participé parce que c'est assez incroyable. Il y avait toute une partie de l'armée qui était fidèle à Sassou Nguesso, des miliciens qui ensuite vont commettre une série de crimes contre l'humanité qu'on appelait les Cobras, mais la France a amené 1000 soldats tchadiens pour aider. Il y avait une partie de la garde présidentielle de Mobutu, de sinistre mémoire, qui s'était repliée de l'autre côté du fleuve, donc à Brazzaville, qui a contribué à combattre aux côtés de Sassou Nguesso. Il y avait toute une partie de l'armée qui venait de commettre le génocide au Rwanda 3 ans auparavant, qui s'était réfugiée comme par hasard au Congo-Brazzaville, en France-Afrique, et qui a contribué également aux côtés de M. Sassou Nguesso. Un certain nombre de mercenaires dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, pour finir, l'armée angolaise qui est venue envahir le Congo pour achever de réinstaller le dictateur. Alors, l'armée angolaise, c'est quand même pas rien. C'est là que, bon, il faut voir la désinformation que nous subissons. Vous savez, vous avez peut-être entendu des présidents ces temps derniers vous expliquer que la France n'intervenait plus jamais militairement en Afrique. Eh bien, vous avez peut-être aussi entendu parler, parce que je veux aussi en reparler, de l'Angola Gate, c'est-à-dire de ce scandale de fourniture d'armes à un pays en guerre civile, l'Angola, par le réseau Pasqua, M. Falcon, M. Guedamac, M. Marchiani, etc., etc. Eh bien, Marchiani a déclaré devant le juge, mais attendez, c'est pas une affaire subalterne, cette affaire. Nous avons négocié avec l'Angola pour lui fournir des armes, et en contrepartie, il a dit ça au juge, en contrepartie, l'armée angolaise allait intervenir pour les intérêts de la France dans les guerres civiles des deux Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Ce sont les deux guerres civiles les plus meurtrières d'Afrique en ce moment, ou qui ont été les plus meurtrières. Donc sans que vous le sachiez, sans que le Parlement le sache, eh bien il y a eu la France, par Angola interposé, par Tchadien interposé, par Mobutuiste interposé, etc., a mené une guerre qui a contribué à détruire le Congo-Brazzaville. Et je n'ai pas le temps de développer, mais dans cette guerre, les deux camps de la guerre civile ont été armés par des trafiquants d'armes liés aux pétroliers avec l'argent de la dette. Si je continue, M. Sassou Nguesso, M. 17% revenu au pouvoir et recommençant les mêmes pratiques, la guerre civile, un bout de guerre civile, renaît un an plus tard. Et entre décembre 98 et décembre 99, le rouleau compresseur angolais, tchadien, les miliciens, etc., les mercenaires dont je vous parlerai, ce rouleau compresseur a fait au Congo-Brazzaville minimum 100 000 morts, une cinquantaine de radours sur glane, plus de 20 000 viols ethniques, plus en un an que tout ce qui s'est passé au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez la couverture de presse de ces 3 derniers événements pendant la même période, regardez ce qu'on vous a raconté sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, l'un des tout premiers fournisseurs pétroliers français et le berceau de la France libre. Rien. Une censure quasi totale. Et, bien entendu, ce pays maintenant, sa normalisation est achevée, le dictateur vient d'être légitimé par de pseudo-élections, et on vient de dire, M. Sassou Nguesso, donc, est un élève modèle de la nouvelle guerre du bien contre le mal. Il s'est évidemment le premier à s'enrôler auprès de M. Bush. Parce que dans cette affaire, évidemment, les Américains étaient tout à fait d'accord. Alors, simplement, pour vous donner encore un tout petit exemple, j'ai essayé d'accélérer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour vous donner un tout petit exemple du fonctionnement de la France-Afrique, dans cette affaire-là, il y a eu tout un tas de mercenaires français, et ça c'est quelque chose de très inquiétant pour la démocratie, parce que
tous les grands pays occidentaux, aujourd'hui, pour ne plus intervenir militairement officiellement, sont en train de développer dans des proportions considérables des sociétés de mercenaires qui pourront échapper aux lois de la guerre, mais qui sont en fait complètement contrôlées par les services secrets. Et il y a deux types de vrais faux mercenaires. Il y a eu un triplement depuis 1990 du nombre des soldats qu'on pourrait appeler des forces spéciales, qui dépendent maintenant directement du commandement des opérations spéciales, le COS, qui est rattaché hors hiérarchie à la présidence de la République. Autrement dit, depuis 1990, le président de la République française dispose de sa garde présidentielle comme n'importe quel chef d'État africain. Et il peut mener des guerres secrètes, ce qu'il a fait au Rwanda et ce que Chirac a fait au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le ministre de la Coopération français a vendu la mèche dans Jeune Afrique. Il a dit qu'il y a vraiment beaucoup trop de confusion au Congo-Brazzaville, parce qu'il y a quantité de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. Parce que c'est tout simplement des militaires des forces spéciales qui se déguisent en mercenaires, qui font un intérim de mercenariat et qui porteront à nouveau leur uniforme demain. Tous les mercenaires d'extrême droite qui sont répandus à travers toute l'Afrique et dont le vivier est constitué par la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, officier du plus secret des services de renseignement français, qui s'appelle la sécurité militaire ou la DPSD. La DPSD est chargée entre autres du contrôle des trafics d'armes et des mercenaires. En 1980, il démarre sa carrière avec un certain Bruno Gollnisch, qui a fait une autre carrière par la suite. Bernard Courcelles, chargé de contrôler les mercenaires, il crée sa société de mercenaires avec son frère, qu'on verra ensuite dans les 15 années à venir. Ensuite, il est chargé de la sécurité de l'entreprise Lucher, qui fournit des armes à l'Irak et à l'Iran pendant toute la guerre des années 80. Car la stratégie occidentale, c'était que la guerre dure le plus longtemps possible. Ensuite, je passe quelques épisodes, en 1990, il devient en quelque sorte le garde du corps de Madame Mitterrand-Bis, Anne Pajot. Madame Mitterrand-Bis était conservatrice du musée d'Orsay, et pas du Quai d'Orsay, pardon. Et Monsieur Bernard Courcelles a été chargé de la sécurité du musée d'Orsay. Quand on sait les dizaines de millions, pour ne pas dire les centaines de millions, que Mitterrand a dépensé pour garder le secret de sa vie privée, on peut difficilement imaginer un personnage plus près du cœur du pouvoir. Or, sans transition, en 1994, Monsieur Bernard Courcelles est nommé directeur de la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Il passe de Madame Mitterrand-Bis à Jean-Marie Le Pen sans transition, et pendant 6 ans, il va être le directeur de ce vivier de mercenaires, qu'il enverra un peu partout, en Afrique et ailleurs. En 1999, il devient directeur de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui venait de commettre une série de crimes contre l'humanité, et 2 mois plus tard, directeur de la sécurité des installations pétrolières françaises au Gabon, un poste tout à fait marginal. Donc vous voyez cette espèce de glissement entre Mitterrand, les trafics d'armes, les mercenaires, la garde présidentielle de Le Pen, la sécurité des installations pétrolières, ça a quelque chose de tout à fait hallucinant. Et vous avez peut-être vu récemment sur France 3, après un interview dans Libération, qu'un repenti de chez Courcelles avait expliqué que comment ils faisaient leurs coups en Afrique, comment de temps en temps ils venaient aussi menacer des opposants en France, et comment, quand ils étaient un peu trop désœuvrés, on les envoyait dans les quartiers sensibles brûler des voitures pour y attiser aussi un peu l'ethnisme, parce qu'il n'y a pas de raison de développer le racisme seulement en Afrique. Donc vous voyez quand même que ces mécanismes sont assez inquiétants pour la démocratie. Alors je continue dans le négatif avant de passer un peu plus dans le positif, parce qu'il faut aller au fond du négatif. Il faut quand même nettoyer un peu les esprits de ce côté-là. Mwana